Rebonjour à tous. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir une course qui va s'enclencher. Vous m'entendez? Oui. Il va y avoir une course qui va s'enclencher dans les prochains mois pour énormément d'entreprises qui vendent des cryptos au public, les entreprises qui sont enregistrées PSAN. La grande question qui se pose, est-ce qu'elles vont avoir ce fameux agrément qui dépend aussi du règlement MiCA donc, qui a été voté il y a peu de temps. Donc on va faire le tour de cette question et on va se demander donc aussi si la régulation ne va pas vraiment tuer l'écosystème français. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on pose un peu les bases, même si on en a un petit peu parlé dans la table ronde précédente. L'agrément PSAN, c'est quoi? Et surtout, en quoi il diffère de l'enregistrement? Faustine, vas-y. Je vous laisse respirer comme ça un petit peu. Alors, effectivement, la réglementation française des prestataires de services sur actifs numériques, les PSAN, s'est organisée en deux grands volets pour les marchés secondaires. Un volet obligatoire que l'on connaît un peu mieux en général si on commence à s'intéresser au marché, qui est l'enregistrement, qui est donc une réglementation, si on veut fournir des services sur cryptoactifs au public français en étant établi en France, on est obligé de la suivre, sinon on est interdit d'exercer. Ça, c'est la composante obligatoire, l'enregistrement. Mais il existe une composante optionnelle qui est donc un peu moins connue parce que justement, ça n'a pas forcément été la priorité des acteurs quand la réglementation française a été mise en place. Cette composante optionnelle s'appelle l'agrément et ce sont d'autres règles que l'enregistrement qu'un acteur peut, mais n'est pas obligé à ce stade de respecter, peut respecter, auquel cas il est agréé en plus d'être enregistré. Et le pari, c'était que ça soit un avantage comparatif entre les acteurs. Un PSAN agréé serait plus valorisé, mieux mis en valeur qu'un PSAN qui serait, entre guillemets, simplement enregistré. Donc on a ces deux volets qui composent la réglementation française, avec aujourd'hui à peu près 80 prestataires qui sont enregistrés, et depuis le mois de juillet, un prestataire qui a été agréé par l'AMF. Et qui n'est autre que Forge, et donc qui est sponsor de l'événement. Donc on peut les saluer aussi tout à l'heure. Comme je suis un peu étourdi, j'ai oublié de vous présenter tous, notamment Franck qui vient d'arriver. Donc je pense que Franck, c'est le moment pour te présenter. Et aussi, tu vas pouvoir nous dire quand est-ce que l'agrément PSAN sera obligatoire. Parce que pour l'instant, voilà, l'enregistrement fonctionne tout à fait. Bonjour à tous. Merci Grégory. Je remercie également mes copanélistes. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis donc Franck Manoukian, Chief of Staff chez RegSharp. Donc nous sommes un cabinet de conseil en conformité. Nous accompagnons aujourd'hui les acteurs FinTech auprès du régulateur et du superviseur pour l'obtention de leurs agréments. Alors nous avons débuté notre activité évidemment avec des acteurs qui d'abord venaient s'insérer dans les services financiers tels que les paiements, tels que la monnaie électronique. Et puis nous avons évolué dans notre rôle d'accompagnement, puisque aujourd'hui nous sommes avec vous dans cet écosystème des actifs numériques et bien entendu, comme le disait Faustine, l'accompagnement à l'enregistrement et demain à l'agrément. Donc voilà, nous sommes installés à Paris et nous sommes ravis d'être parmi vous ici aujourd'hui. Et donc la question que je te posais, Franck, c'est à partir de quand l'agrément sera obligatoire? À partir de quand, en fait, on ne pourra plus être seulement enregistré pour exercer? Alors, en fait, il y aura une clause. L'enregistrement permettra de rester actif jusqu'à la mise en place de MiCA, qui interviendra, donc qui rentrera en force le 31 décembre 2024. Mais jusque-là, tous les acteurs enregistrés pourront continuer d'exercer, si tant est qu'ils ne développent pas de nouveaux services ou qu'ils ne s'adressent pas évidemment aux régulateurs pour étendre leur offre ou aller à l'étranger. Mais ils auront quand même un délai juste supplémentaire de 18 mois, mais ils devront quand même avoir l'agrément après. C'est bien ça, William? Oui, c'est ça, mais en fait, l'agrément PSAN, il faut bien comprendre que, comme l'a dit Faustine, c'est un agrément optionnel, ce qui est totalement presque absurde. C'est-à-dire, non, mais en fait, ça s'est révélé être une très bonne idée, mais à l'origine, quand le législateur français a proposé un agrément optionnel, une sorte de label rouge pour la crypto, c'était quelque chose qui était très mal compris par le reste du secteur financier, puisque généralement, une réglementation, c'est obligatoire, et c'est même le principe même d'une réglementation. C'est comme si on mettait un feu rouge optionnel, ça fonctionne moins bien. En réalité, aujourd'hui, ça se révèle être un énorme atout pour la France,
Et on le voit tous autant que nous sommes, Binance, Ladan, RegSharp, Powerwell, puisqu'on constate qu'en fait cet agrément il permet en fait de se préparer à MiCA avant MiCA. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est le seul pays en Europe à avoir une forme de raccourci où vous pouvez demander un agrément PSAN, mais qui en fait est vraiment l'équivalent d'un agrément MiCA. Et vous pouvez le demander dès aujourd'hui. Vous auriez même pu le demander avant. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a Forge qui a obtenu cet agrément en juillet dernier. Et ça vous permettra, le jour où MiCA entre en vigueur, ça se trouve, alors je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays européens, mais c'est possible qu'il y ait des pays européens qui ne préparent rien. Et dans ce cas-là, leurs acteurs à eux, ils vont commencer la procédure au moment où en France, il y aura déjà des acteurs qui vont appuyer sur un bouton, enfin je résume, convertir leur agrément PSAN et agrément MiCA, et qui du coup, MiCA étant européen, ils pourront, depuis Paris, aller vendre leurs services en Pologne, en Lettonie, en Allemagne, en Espagne, etc. Donc c'est un enjeu important. Je précise une chose, c'est qu'un agrément, c'est quelque chose qui prend plusieurs mois, ça prend 7, 8, 9, 10, 12 mois, ça mobilise une équipe, ça coûte cher, enfin, c'est pas du tout quelque chose de simple et ça ne se fait pas sans douleur, quoi. Une petite forme de douleur. Bien sûr, c'est loin d'être une formalité. Stéphanie, vous êtes en cours d'obtention de l'agrément PSAN, j'imagine. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce type de dossier? Moi, quand je vois le procès, je me dis c'est peut-être les fonds propres, c'est peut-être l'audit de cybersécurité. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Le plus dur, c'est que c'est une course de fond. Comme tu disais, c'est un processus qui est long. Alors, nous, Binance en France, on est enregistré depuis 1 an et demi, depuis mai 2022. Binance, c'était la première plateforme internationale à être enregistrée en France. Et à la suite de ça, il y a eu beaucoup d'autres acteurs internationaux qui sont venus en France. Très rapidement après l'enregistrement, on s'est projeté dans l'agrément PSAN et MiCA parce que finalement, c'est une opportunité extraordinaire, comme tu disais, William. En France, on peut déjà finalement demander un agrément MiCA et pouvoir aller à la conquête du marché européen en se préparant par rapport à tous les autres pays européens. Ce qui est le plus dur, c'est que en fait, il faut pour les PSAN, il faut à la fois gérer la marche réglementaire de l'enregistrement qui nécessite de respecter toutes les obligations LCBFT, et j'en parlais sur le panel précédent. Les obligations de lutte contre le blanchiment, ce sont les mêmes que pour les banques. Et donc c'est une réglementation extrêmement fournie qui a 30 ans d'existence pour les banques et qui doit être absorbée en à peine 3 ans pour les PSAN. Donc il faut à la fois se mettre en conformité et monter la maturité réglementaire là-dessus et en même temps se préparer à tout le reste, donc les fonds propres, la cybersécurité, la protection des investisseurs, les relations avec les investisseurs, la transparence, la surveillance des marchés, etc. Et tout ça, ça nécessite de mettre en place des outils. Donc ça coûte très cher. Il faut avoir des cabinets d'avocats pour faire les dossiers, des cabinets de conseil pour mettre en place les procédures de conformité, des cabinets d'audit pour faire la sécurité. Donc voilà, c'est un travail de long terme, mais c'est un travail absolument nécessaire pour pouvoir se développer et opérer dans un contexte qui a un peu changé par rapport à 18 mois, parce qu'il y a le bear market, il y a eu FTX, il y a eu Terra, il y a des attentes de la part des investisseurs et des régulateurs qui sont beaucoup plus fortes. Faustine, toi qui as une vue vraiment très générale, parce que énormément de PSAN donc, sont membres de la DAN, quels sont les aspects les plus compliqués en fait, pour obtenir l'agrément? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors effectivement, il y a des obstacles et c'est pour cela qu'en début d'année, quand il y a eu des réflexions et une proposition de rendre l'agrément obligatoire plus tôt que le calendrier européen, c'est pour ça qu'on s'y est opposé, c'est qu'il y a des obstacles aujourd'hui qui expliquent pourquoi on n'a qu'un seul PSAN finalement qui est agréé. Parce que c'est une première idée qui a pu circuler mais qui est fausse. Vous avez beaucoup de prestataires qui souhaitent s'agréer mais qui n'y arrivent pas. Donc ce n'est pas de la paresse de la part de l'écosystème, c'est plutôt des obstacles pratiques. Et les deux principaux, c'est effectivement, premièrement, que tu as un peu mentionné, les exigences prudentielles. Pour s'agréer au niveau français et demain au niveau européen, il va falloir constituer des fonds propres et ou avoir une assurance en responsabilité civile, une combinaison des deux, l'un ou l'autre. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez très peu d'assureurs qui offrent des produits qui permettent aux PSAN de couvrir leurs activités. Ce sont des activités nouvelles, c'est des produits qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, les compagnies d'assurance offrent très peu de couverture adaptée
ou à des prix en fait totalement prohibitifs, et en particulier pour des petits acteurs qui composent quand même une grande partie de l'écosystème. Donc ça veut dire que si on n'a pas l'option assurance en responsabilité civile, il faut, en fait, on ne peut constituer que des fonds propres pour répondre aux exigences prudentielles. Ce qui, encore une fois, pour un écosystème qui mature, pour des petits acteurs qui vont se lancer plus ou moins récemment, ça va être extrêmement compliqué. Donc ça, c'est le premier obstacle pratique. L'absence de produits d'assurance adaptés au marché de cryptoactifs est une première lacune qu'il nous faut pallier, et que l'on remontait depuis un certain temps, parce qu'on en a parlé à des assureurs en direct, aux associations professionnelles des assureurs. C'est pas une problématique qui a été une priorité pour eux. Donc ça, c'est le premier gros sujet. Et le second sujet qui a été évoqué, c'est la cybersécurité, où effectivement, à la fois, on a des flous sur ce que les exigences sont pour les acteurs. C'est extrêmement coûteux et ça demande l'intervention d'un certain nombre de parties prenantes aux côtés du PSAN pour mettre en place ces exigences. Mais même en face, au niveau du régulateur, il n'y a pas forcément la compétence pour comprendre ce qu'il faut demander à un PSAN en matière de cybersécurité. Et donc, même pour des acteurs, parce qu'on a des PSAN, bien sûr, dans les nouveaux acteurs, mais on a aussi des banques, des institutions financières qui ont pu faire le travail d'essayer de s'enregistrer et de s'agréer. Même au niveau de ces acteurs, essayer de respecter ces exigences en matière de cybersécurité, ils se sont ensuite confrontés à des régulateurs qui n'avaient pas forcément la compréhension de comment bien instruire le dossier et est-ce que c'est compatible, c'est conforme aux exigences. Donc on a aussi besoin de ce côté-là, outre des clarifications sur la réglementation, sur les règles en matière de cybersécurité, on a besoin des ressources formées au niveau des régulateurs et des superviseurs pour qu'ils donnent les réponses et instruisent les dossiers de façon adaptée et pour pouvoir délivrer les agréments. Ce que je comprends, c'est qu'il y a encore beaucoup de flou. Et quoi qu'il arrive, ça va coûter très cher. Est-ce que la marche, elle n'est pas trop haute pour en fait, la plupart des PSAN en France? William, toi qui as une bonne vue aussi de l'écosystème. Avant de répondre à cette question, les prix vont baisser, je vous rassure. Et je sais parce que je fais partie de la feuille de coût. C'est bientôt les soldes chez Orwell, c'est ça? C'est bientôt... ouais, c'est ça. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça rejoint ce que disait Faustine, et c'est un peu d'ailleurs quelque chose qui n'est pas forcément très intuitif. On parle d'agrément, etc. En réalité, en face, vous avez un régulateur qui doit lui-même se former et qui doit lui-même industrialiser le processus. Et tant qu'il ne l'aura pas lancé, et pour le lancer, il faut des moyens humains qui manquent parfois, et ce n'est pas de la faute malheureusement des gens qui travaillent à l'AMF, hein, c'est une question vraiment de moyens humains, et c'est aussi peut-être une forme de vision et on va dire de poussée politique en interne au sein de l'AMF. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que l'AMF s'y mette sérieusement et qu'elle mette un coup de collier, comme on dit, sur les agréments PSAN. Parce qu'aujourd'hui, le premier acteur qui a eu son agrément, on les félicite, mais ils ont quand même eu un petit avantage, c'est qu'ils sont soutenus ils font partie d'une banque, donc ils avaient beaucoup, on va dire, d'avance réglementaire et beaucoup de choses qui étaient déjà faites au sein de la banque. Et c'est pas du tout la même chose pour des acteurs crypto pure player. Voilà, je sais plus quel était. Ah oui, deuxièmement, c'était en termes de l'impact que ça a sur le marché. Oui, MiCA, enfin la réglementation en général, et donc MiCA qui en est un peu, on va dire, le symbole actuellement dans la crypto. Ça a un effet économique sur le marché. C'est-à-dire qu'on va avoir une hausse des barrières à l'entrée. Concrètement, il sera plus possible dès maintenant en réalité, mais ce sera encore plus vrai dans un an ou dans un an et demi, ce sera plus possible de lancer un service crypto régulé. On parle quand même de certaines activités qui présentent des risques spécifiques. Hein. Je ne parle pas de devenir entrepreneur dans la crypto. Mais c'est sûr que l'accès à ces activités régulées va être quand même nettement plus compliqué. Ça impliquera en fait de changer aussi de manière de faire. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans je suis quelqu'un qui a un profil très tech, je crée un produit, je le lance et après je me conforme à la réglementation. Dès le début des projets, en fait, il faudra qu'il y ait des gens très financiers, qu'il y ait une logique très fintech avec des grosses levées de fonds, etc. Donc oui, ça va ralentir le flux de nouveaux entrants. Et en revanche, ça va augmenter la concurrence entre les PSAN, puisque le marché européen va s'harmoniser. Donc les PSAN polonais vont faire des pubs dans le métro à Paris, et les PSAN français vont peut-être faire des pubs dans le métro à Varsovie.
Oui, c'est ça. Voilà. Si le niveau des exigences et le niveau de renforcement de cette réglementation a été effectivement mentionné ici comme étant un obstacle ou en tout cas une barrière à l'entrée, on doit aussi observer qu'en France en particulier, nous avons eu un processus qui a été progressif. Et en cela crée nécessairement, sur le terme qui nous arrive assez rapidement, qui est finalement l'échéance MiCA, et renforcé par les derniers alignements du PSAN avec MiCA, et vice-versa, j'aime à dire que, on le dit d'ailleurs, que MiCA a été influencé par le niveau PSAN en France, un avantage comparatif, cette fois-ci, aux acteurs français. Et c'est en ce sens-là que cette réglementation, cette norme devient en fait d'un coup d'entrée, devient un avantage informationnel et de signal que l'on donne au marché, en particulier quand il s'agit ensuite d'avoir un passeport européen, clairement. Et là, les acteurs français traduiront finalement cette difficulté qu'ils ont eue grâce à ce franchissement progressif en un avantage concurrentiel. Moi, je crois que réellement, c'est interprété comme cela. Alors, je suis d'accord, la montée en charge de la réglementation a été progressive. Par contre, les ressources n'ont pas du tout suivi. Et c'est pour ça que je suis à moitié d'accord, parce qu'il y a quand même une responsabilité des régulateurs, mais aussi des parlementaires, dans le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de ressources pour instruire des dossiers d'enregistrement et d'agrément dans des délais raisonnables et pour superviser. Ça va être le 3e projet de loi de finances, et je ne sais pas si monsieur le député Vogetta est toujours dans la salle, où l'ADAN va demander le renforcement des effectifs des autorités AMF et ACPR qui sont impliqués dans l'instruction des dossiers PSAN. Il y a 2 ans, premier projet de loi de finances, on avait porté cette demande, elle avait été acceptée au niveau du Parlement, donc il y a des ETP qui avaient été créés. Et là, la problématique, c'est qu'ils n'ont pas été affectés aux équipes qui devaient instruire les dossiers PSAN. Donc en fait, au final, des ressources supplémentaires qui auraient été très utiles pour les PSAN, en fait, elles ont été attribuées ailleurs. Donc là, pour moi, il y a une première responsabilité. L'an dernier, 2e PLF, où on a redemandé, du coup, par conséquent, à renforcer les ressources de l'AMF et de la CPR, les parlementaires ont tout simplement dit non. Pourtant, quelques semaines après, on nous a dit que ça serait peut-être bien de rendre l'agrément obligatoire, sauf que si on veut renforcer les règles que l'on applique aux acteurs sans en face avoir plus de gens qui sont en capacité d'instruire, plus de gens qui sont en capacité de superviser, ça ne va pas marcher. Et donc cette année encore, il faut que lors de ce projet de loi de finances, il y ait des ressources humaines et financières supplémentaires pour l'AMF et la CPR, parce qu'il y a l'enregistrement français, il y a l'agrément français, mais il y a surtout la réglementation européenne dont on parle depuis tout à l'heure, MiCA. Et demain, MiCA, si ce n'est pas auprès de l'AMF que les acteurs peuvent se tourner pour ouvrir un dossier, en fait, ils iront chez une autre autorité. Ils iront dans un autre État membre, dans une autre juridiction. Et donc, l'avance que l'on aurait aujourd'hui, on risque de la perdre demain. Je vais juste rebondir là-dessus parce que je soutiens totalement cette demande de l'ADAN, d'ailleurs que je retirerai à titre personnel. Là, on en est à un stade, c'est vraiment le tournant, comme je mentionnais en réponse à la question. Le tournant, c'est est-ce qu'on est capable de passer la 2e vitesse et de démontrer qu'on va attirer le business en France. Ça dépend de pas grand-chose. Ça dépend des personnes et là, ça dépend de 3 ETP. Moi, j'évalue ça à 3 équivalents temps plein. 3 ETP pour la compétitivité, c'est pas très cher. La cryptonation est quand même à 3 emplois. 3 emplois. Et franchement, ça se joue à pas grand-chose parce que tous ces gens à qui on vend effectivement le fait que venez vous enregistrer en France, vous pourrez aller à la conquête du marché européen par là, s'ils mettent 18 mois à avoir leur agrément, ils vont vite partir ailleurs, comme tu dis. Donc ça, c'est un point de bascule et il faut le donner maintenant parce que le PLF, le projet de loi finance, il se négocie à l'automne et c'est à ce moment-là que les députés pourront donner les ressources à l'AMF. Alors j'aimerais quand même souligner quelque chose. À un moment, à peu près quand on était en 2021, même 2022, ça débitait quand même les PSAN. Il y en avait énormément qui étaient décernés. Aujourd'hui, le rythme est beaucoup plus lent. Est-ce qu'au-delà des moyens, ce n'est pas une histoire de volonté politique ? Peut-être que depuis l'affaire FTX, le pouvoir a dit on va peut-être se calmer sur les cryptos, non ?
J'espère que ce n'est pas le cas, mais c'est vraiment le cœur du problème. C'est que là, maintenant, on est à la croisée des chemins. Donc il faut qu'on ait les ressources et la volonté politique. On a tout mis en place. Les textes sont là, on les a transposés au niveau européen, on a un secteur français très dynamique. Est-ce que la France va être à la hauteur de ce pari international ? Pour moi, c'est placer la France en tant que leader au niveau mondial et pas seulement européen. Est-ce qu'on est à la hauteur de faire ça ou est-ce qu'on va jouer en deuxième catégorie ? Et ça dépend des moyens et aussi de la volonté politique. Sans compter que, pardon, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la France, je pense que vous l'avez compris dans les échanges, ça a été évoqué, il y a eu un cadre réglementaire en France qui était, on va dire, plus clair qu'ailleurs. Je ne parle pas forcément au niveau mondial, mais en tout cas en Europe, c'était quand même un cadre précurseur, un cadre assez clair. Il y a cet agrément PSAN qui est un petit peu un cheat code pour la France en vue de MiCA. Bon, après, la réglementation, c'est pas ça qui fait un secteur en soi, mais c'était quand même un avantage. Cet avantage-là, il faut bien comprendre qu'il va totalement disparaître avec MiCA. Parce que MiCA, c'est 26 États, 26 régulateurs qui vont avoir le même texte. Et là, on va basculer dans un autre jeu. En fait, le jeu va complètement changer et on va se trouver dans un jeu d'ailleurs qu'on connaît bien au sein de l'Union européenne qui s'appelle vraiment la compétition entre régulateurs. Et l'AMF va se retrouver à nouveau, ou peut-être pour la première fois d'ailleurs, en compétition avec le régulateur hollandais, le régulateur letton, le régulateur polonais, allemand, espagnol, etc., qui, avec les mêmes cartes en main, le même texte à appliquer, là, ça va jouer sur la vélocité, la capacité de comprendre. Ça va jouer sur plein de facteurs, mais en fait, c'est vraiment aussi un point de bascule qui est important à comprendre. Et les décisions d'implantation se font maintenant. Les acteurs internationaux décident maintenant quelle est leur stratégie européenne. On a vraiment un avantage compétitif en France, mais il faut qu'on arrive à ancrer tout ça maintenant. Et là, maintenant, c'est un appel très précis à l'AMF et à la CPR. Est-ce que ces autorités vont vouloir être à la hauteur de ça et vraiment réguler, superviser tout ce secteur, attirer les gens, parce que dans ce marché, c'est winner takes all. Si on arrive à attirer ça maintenant, c'est du business qui est verrouillé, qui est gardé pour MiCA. Franck, est-ce que tu penses qu'on pourrait voir arriver d'autres grandes plateformes en France dans les quelques mois à venir ou c'est déjà fini ? Alors, nous croyons que ça n'est pas fini. Alors, évidemment, la question du panel, c'était est-ce que la régulation va vraiment tuer l'écosystème français ? Certainement pas. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a eu, alors, comme vous le remarquiez, une accélération des enregistrements jusqu'à la fin 2022, et puis là, un espèce de stop. On sait bien que c'était suspendu à cette question de l'enregistrement renforcé, où on attendait de voir, ou en tout cas l'écosystème attendait de voir ce qui allait devenir véritablement, en termes d'exigence, applicable immédiatement, et ce qui permettait au contraire, comme je le disais tout à l'heure, d'être une passerelle pour le Graal MiCA, puisqu'on en avait déjà les éléments principaux. Donc, je crois qu'au contraire, et encore une fois, je reviendrai sur l'histoire de l'alignement de PSAN et de MiCA. À cela près, ce que mentionnait Stéphanie, que probablement que le régulateur, enfin, notre autorité de supervision est peut-être actuellement un peu en dessous des moyens et du knowledge qu'elle doit avoir pour accompagner l'écosystème. Mais en revanche, le fait d'avoir véritablement un agrément, ou en tout cas un niveau de licence et d'exigence proche de celui qui est attendu par MiCA, est véritablement un coup d'opportunité à saisir immédiatement, justement. Alors, moi, je ne suis pas ni une plateforme, ni potentiellement un PSAN, mais il est difficile pour moi de juger de l'opportunité dans les mois à venir. Mais on voit bien qu'il y a une forme de suspension actuelle, et d'ailleurs probablement d'arbitrage. Je pense que chez Binance, ils sont en train de le faire. On voit bien qu'éventuellement, ils se détournent de certains marchés européens pour se réengager sur d'autres, ou de faire opérer cette compétition et de l'observer pour prendre cette décision. Et nous restons convaincus que la France, parmi les 26 ou 27, reste quand même une terre de prédilection et un terreau fertile pour cette activité. Là, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et surtout qu'on passe à l'échelon européen et qu'on parle de MiCA. William, est-ce que l'affaire FTX aurait pu se passer si MiCA était déjà actif à ce moment-là ? J'ai envie de dire, je vais pour faire une les réponse d'avocat, consommateurs oui et non. C'est-à-dire que FTX, c'est de la fraude. C'est l'affaire Madoff des cryptos. Madoff, il était régulé. Hein. Enfin, oui, il était régulé. Ce que je veux dire, c'est qu'un vrai bon fraudeur, ça passe partout. C'est même le concept même du fraudeur. Après, si vous voulez, là où MiCA
va probablement limiter ou empêcher, en tout cas peut-être pas empêcher, mais limiter des effets aussi forts que ceux d'FTX sur le marché crypto. C'est que FTX, vous avez un phénomène de contagion. C'est-à-dire qu'en fait, plein de gens bossaient avec eux, plein de gens bossaient avec des gens qui bossaient avec eux, ils se sont effondrés, il y a eu un phénomène de dissémination et d'onde de choc. Là-dessus, Mika va peut-être limiter un peu ce type d'onde de choc parce que vous avez des exigences en termes de fonds propres, notamment, de protection des fonds des clients, qui vont faire qu'on espère en tout cas que quand vous allez avoir une pomme pourrie ou quand vous allez avoir un acteur qui va s'effondrer, ça ne fasse pas tout tomber, quoi. Parce que FTX, c'était quand même ça la grosse surprise, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la crypto, c'est un secteur financier qui ressemble aux autres, c'est-à-dire tout est interconnecté. Et quand vous avez un acteur un peu systémique qui tombe, tout le monde est susceptible de tomber, quoi. Alors pour moi, la vraie question sur FTX et Mika, c'est pas Mika. C'est est-ce qu'il va y avoir de l'enforcement ? Comment est-ce que les régulateurs et les superviseurs vont faire respecter la réglementation ? Parce que FTX, on aurait très bien pu l'éviter pour les investisseurs français. FTX, ils fournissaient des services en France de manière illégale. Et ça, on pouvait le prouver très facilement. Ils targetaient les utilisateurs français, ils faisaient de la pub, ils avaient des influenceurs en France, etc. Donc ça tombait parfaitement dans les compétences de l'AMF qui auraient parfaitement pu agir. Aujourd'hui encore, on a un certain nombre, et d'ailleurs de nombreux prestataires qui opèrent depuis l'étranger de la même manière, de manière illégale, parfois sans KYC, et qui sollicitent activement le public français. Donc j'ai envie de dire, Mika ou pas Mika, c'est pas la question. La question, c'est quand on voit des pratiques illégales, est-ce que les autorités viennent les sanctionner ? Et en France, on est extrêmement bien équipé pour les sanctionner parce que, on peut les sanctionner de manière pénale pour fourniture illégale d'un service sur actif numérique, et 2, on peut demander aux fournisseurs d'accès Internet de couper l'accès à ces sites Internet pour les Français. Et ça existe déjà depuis plusieurs années dans la réglementation. Donc, les questions de FTX, etc., c'est extrêmement important dans la perspective de Mika. Parce que Mika, ça va imposer à tous les acteurs européens de respecter des règles très contraignantes et très coûteuses. Si en parallèle, on peut aller, je ne sais pas où, à Dubaï ou n'importe où, fournir les mêmes services et qu'on n'est pas inquiété par les régulateurs, alors ça va démotiver tous les Européens. Donc ça, moi, c'est un appel aussi aux autorités. Maintenant, la vague un peu d'observation, de tolérance, qui était normale quand un secteur se développe, est finie. Maintenant, il faut passer à la vague d'application de la réglementation. Et je reviendrai quand même un peu sur FTX. Il me semble que donc, dans l'agrément PSAN, on demande la ségrégation des comptes. Dans FTX, l'un des problèmes, c'est qu'ils ont tout mélangé, ils ont fait n'importe quoi avec l'argent des clients. Cette disposition empêcherait FTX, normalement, non ? Oui, si elle est contrôlée, on en revient à la supervision, aux moyens et aux sanctions. Mais oui, en fait, évidemment qu'un acteur comme FTX qui aurait été à Paris, ça aurait été inconcevable parce qu'en fait, il ne serait pas venu, mais évidemment, mais ce type d'acteur-là n'aurait pas pu se développer sous une supervision MiCA faite correctement. Après, encore une fois, un vrai bon fraudeur, il arrive enfin, Enron, je crois, ou peut-être même Madoff, vous aviez une comptabilité parallèle. Enfin, après, la créativité n'a pas de limite. Et justement, quels sont les outils de supervision à la disposition du régulateur ? Est-ce qu'on est sûr en fait que ça sera suffisant ? Largement suffisant. Alors, désolé, je prends la parole, mais franchement, les outils qu'a un régulateur, et là je parle avec mon ancienne casquette, mais pas au nom de l'AMF, sont extrêmement importants. On a déjà, pour ceux qui exercent les services de manière illégale, tous ces outils très efficaces. Quand on coupe l'accès au site Internet pour les Français, en gros, on ne fournit plus de services en France. Après, pour ceux qui sont régulés, donc qui sont enregistrés PSAN ou agréés PSAN, on a la supervision sur pièce. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment, le régulateur peut demander des informations de toute nature au PSAN, et c'est ce qui est actuellement le cas avec Binance France, comme avec tous les PSAN de la place. On a des relations hebdomadaires, mensuelles avec eux. Ils nous posent toutes sortes de questions. Et après, il y a la supervision sur place. Donc, c'est les inspections de la CPR ou de l'AMF qui vont permettre d'aller voir sur place si la réglementation est bien respectée. C'est exactement les mêmes outils qu'on a que dans le secteur financier traditionnel. Et ça a l'air plutôt efficace dans la finance traditionnelle. Et je précise que c'est en cours. C'est-à-dire que là, les PSAN sont contrôlés actuellement. Alors, pas par l'AMF, par la CPR, qui est un autre régulateur, mais bref, ça revient même. Et c'est vraiment des contrôles sur place, en général. Vous avez vraiment les régulateurs qui sont dans votre salle de réunion, comme un contrôle fiscal, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines.
et qui discute avec vos collaborateurs. Enfin, c'est assez comment dire, approfondi, quoi. Et en fait, tous les PSAN sont toujours sous la menace d'avoir un contrôle et qu'on leur retire donc leur licence. Non, pas du tout. Oui. Alors, c'est pas une menace. C'est le pas jeu. une menace. C'est la vie normale des institutions financières. Et la conséquence, c'est pas un retrait d'enregistrement. La conséquence, il y en a plusieurs. Tu en parleras mieux que moi. Mais il y a des lettres de suite, donc tout simplement des observations. Quand on fait une mission sur place, parfois, on peut voir des choses qui vont pas bien et on dit il faut que vous vous améliorez en faisant telle et telle chose et on va vérifier que vous les faites bien. Et après, il y a une gradation des sanctions. Il peut y avoir des sanctions pécuniaires, enfin, il peut y avoir toutes sortes de choses. Tu veux peut-être Jusqu'au retrait, ce qui a été le cas d'un PSAN, qui, son nom est d'ailleurs public sur le site de l'AMF, qui s'est fait retirer son PSAN parce qu'il a commis des manquements tellement graves que le régulateur a considéré, d'ailleurs très rapidement, qu'il fallait absolument l'empêcher d'offrir ses services aux consommateurs français, quoi. Mais dans la finance traditionnelle, ce qui se passe dans la plupart des cas, et vous pouvez aller voir le site internet de la CPR, toutes les banques de la place ont été sanctionnées pour des manquements à la lutte contre le blanchiment et ont eu des amendes, parfois substantielles. Toutes les banques de la place. C'est pas pour autant qu'ils blanchissent de l'argent et qu'ils ont arrêté d'exercer. Donc, ce qui va être un peu difficile pour le secteur crypto, c'est que tout ça est nouveau, puisque la réglementation est nouvelle et les gens sont enregistrés. Il va y avoir un petit peu de panique, le temps qu'on comprenne que, en fait, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'agrément PSAN, c'est quand même quelque chose qui devrait rassurer énormément de monde dans la finance traditionnelle. Est-ce que, en fait, on va voir arriver de la vente de crypto sur toutes les banques, dans tous les fonds est-ce qu'ils vont l'utiliser beaucoup plus une fois que MiCA sera là ? Je dirais que c'est un processus qui est déjà initié et que l'on observe. Alors, d'abord, que l'on a commencé à observer chez les asset managers, en réalité. Et comme ils le disent eux-mêmes, qui montent en bottom-up, c'est-à-dire que c'est leurs clients, et en particulier une certaine tranche d'âge, qui commence à, évidemment, relever un intérêt particulier pour ce type d'actifs et qui souhaitent le mettre, y adosser une partie de leur épargne. On en parlait ce matin avec tout ce qui est indexation avec de la DCA, par exemple. Donc, d'associer cela dans des portefeuilles. Bien entendu, les asset managers qui viennent d'un monde très traditionnel mettent du temps à adopter, bien entendu, le sous-jacent, mais aussi, on voit bien qu'aujourd'hui, tout ce qui est ETF, ça n'est pas encore véritablement accepté et régulé. Donc, c'est encore un instrument et un vecteur, un véhicule qui vient des États-Unis et qui, en France, a du mal à être accepté, en tout cas avec un sous-jacent numérique. Et évidemment, par effet de bord et par effet de rebond, le secteur bancaire s'y intéresse. On voit bien que, à l'image de banques qui, évidemment, se tournent vers l'agrément, tout simplement d'abord pour la question de la conservation, c'était le sujet juste précédent, c'est-à-dire qu'encore une fois, pour revenir sur FTX, la problématique d'FTX n'est pas une problématique liée aux actifs numériques ou à l'écosystème que nous représentons ici aujourd'hui. En réalité, c'est une problématique bien connue financière qui est effectivement de séparer, de ségréguer, de mettre en réserve des montants qui sont censés être des garanties. Alors, pour le compte de tiers que sont les clients ou pour son propre compte. Et il y a évidemment un certain nombre de règles que l'on doit observer pour ne pas gérer de la même manière l'ensemble de ces actifs. Donc, pour revenir à la question, bien sûr qu'il y a une adoption, bien sûr que c'est progressif, mais ça reste des secteurs qui sont très traditionnels et qui aujourd'hui n'ont pas encore la maturité nécessaire ou en tout cas l'engouement, disons-le comme ça, pour s'y intéresser plus que cela. Alors j'ai une toute dernière question pour vous, après on passera aux questions du public. MiCA vient à peine d'être voté, on parle déjà de MiCA 2. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans MiCA 2 ? En fait, il y a eu des questions, et il était trop tôt, dans le cadre des débats MiCA de l'an dernier, c'était trop tôt pour apporter des réponses. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment au niveau du périmètre de MiCA, où il y a eu des questions. Est-ce que la finance décentralisée devrait être encadrée sous MiCA ? Est-ce que les activités sur NFT devraient être encadrées sous MiCA ? Bon, ce n'était pas le véhicule adapté. Dans le cadre des trilogues, c'est une question qui a été comprise. Et donc, il est déjà prévu dans le cadre de MiCA des travaux après l'entrée en application de MiCA
Donc ce que parfois on vulgarise sous le concept de MiCA 2, mais que toutes les institutions européennes n'aiment pas forcément utiliser. Mais donc par exemple, il sera prévu de penser à un cadre pour la DeFi, un cadre pour les NFT, et notamment les exigences environnementales supplémentaires qu'on demandera aux acteurs. Donc ça, c'est déjà prévu dans MiCA, mais c'est un travail de longue haleine qui doit être mené par les institutions européennes, auquel le secteur sera convié à participer. MiCA entre en application l'année prochaine. Il y a actuellement des discussions sur les textes techniques pour que l'entrée en application se passe bien l'année prochaine, qui sont en cours, auxquels le secteur est associé. Donc il faut déjà qu'on termine MiCA. Néanmoins, cette discussion sur qu'est-ce que la DeFi, qu'est-ce que les NFT, des recommandations sur la meilleure façon de les encadrer, c'est un travail qu'il faut déjà faire dans le cadre de ces travaux qui doivent être menés. Et donc, c'est pour ça que c'est très important que l'industrie y soit associée. Merci Faustine, merci à tous les quatre. On va passer aux questions du public maintenant, si vous voulez bien, si vous avez des questions. Ah, il y en a une là-bas, juste devant moi. Bonjour, merci pour le panel. C'est pour Stéphanie. Au sujet des 3 ETP qui nous manquent afin d'éviter que la France aille au cimetière, si j'ai bien compris, il y a une autre chose que j'ai mal compris, c'est juste un problème de budget. Enfin, on ne peut pas faire une donation ou une cagnotte décentralisée pour ça? Alors, c'est une proposition super intéressante et super innovante, mais malheureusement, non, ça ne marche pas comme ça. En fait, l'AMF a ses effectifs sont déterminés de 2 manières. Premièrement, d'un point de vue budgétaire, donc elle a un budget qui est déterminé en loi de finances, c'est-à-dire qu'en gros, ceux qui financent l'AMF, ce sont les assujettis. Donc ce sont les banques, les institutions financières et maintenant les PSAN, parce qu'on paye en fait, on rémunère l'AMF. Et le surplus au-delà d'un certain plafond est reversé à l'État. Et le niveau de ce plafond est déterminé en loi de finances. D'accord ? Donc ça, ce plafond, c'est ce qui permet de payer les salaires, la masse salariale. Il y a un deuxième plafond qui est également fixé en loi de finances, c'est le nombre de TP, donc le nombre d'équivalents temps plein, donc le nombre de salariés de l'AMF. Donc même si l'AMF a plein d'argent, si elle a un plafond de TP bas, elle ne pourra pas recruter. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on mène une action de lobbying avec l'ADAN et tout le secteur auprès des autorités publiques pour demander qu'en loi de finances, ce plafond de TP soit relevé et que ces 3 ETP soient affectés à l'activité sur actifs numériques et pas à d'autres activités de l'AMF. Ils ont interdiction d'embaucher au-delà du plafond fixé en loi de finances. Et là, l'AMF est au plafond. Merci. Une autre question? Il y en a une ici, après une au centre. Bonjour, merci beaucoup. Je suis désolé, je suis arrivé en cours de conférence, donc je ne sais pas si ça a été abordé, mais existe-t-il des failles à MiCA? Voilà. Merci beaucoup. Vaste question. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez des failles. Je pense qu'il y en a... Bon, MiCA, déjà, c'est un texte notamment sur les PSAN dont on parle aujourd'hui, donc les intermédiaires, on va dire, crypto-financiers. Je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement des failles, notamment parce que, comme l'a dit Faustine, en fait, c'est un texte, on va dire, assez large et pas très détaillé, en fait, même s'il y a plus de 350 pages, mais en fait, en dessous, vous allez avoir des textes d'application, puis de la doctrine administrative, c'est-à-dire la compréhension des régulateurs des textes qui sont des textes d'application ou de MiCA. Donc je ne pense pas qu'il y ait de failles comme ça. Après, il y a des failles dans le sens où, en effet, comme l'a dit Faustine, vous avez des activités aujourd'hui qui n'entrent pas, on va dire, intuitivement ou automatiquement dans le champ de MiCA. On pense à la DeFi, on pense aux NFT. Après, en réalité, est-ce que c'est vraiment des failles? On n'en sait rien, parce que rien ne permet de dire que les NFT, par exemple, vont rentrer en MiCA, ou doivent rentrer dans MiCA, ou dans ce qu'on appelle improprement MiCA 2. Quoi. Alors, il y a peut-être, si on peut l'appeler comme ça, une faille à laquelle je pense. Il a été introduit dans MiCA la notion de reverse solicitation, ou sollicitation inversée, qui permet à des acteurs étrangers qui ne sont pas établis en Europe de ne pas respecter MiCA s'ils ne sollicitent pas directement le public européen, donc si ils ne font pas de la commercialisation on va dire, très active, très agressive auprès des citoyens européens. Auquel cas, ils n'ont pas besoin de respecter MiCA. Ce qui n'empêche pas les citoyens européens de souscrire à des services de plateformes qui ne seraient pas en Europe et qui ne seraient pas réglementés sous MiCA.
La problématique, c'est l'emploi abusif de cette notion de reverse solicitation, derrière laquelle des acteurs étrangers peuvent très bien se cacher en disant non, non, je ne sollicite pas activement le public européen, alors qu'ils le font, et donc ne se mettent pas en conformité avec nos lois tout en étant disponibles, voire en sollicitant activement les citoyens européens. Ça, c'est une notion inspirée de la finance traditionnelle, de la réglementation financière traditionnelle, qu'il a été décidé de répliquer dans la réglementation MiCA, avec tous les risques d'abus que l'on connaît et qui se sont déjà matérialisés en France, et aussi le fait qu'on est dans un univers par définition transfrontière, et qu'on doute aussi de la capacité de pouvoir aller chercher des acteurs étrangers qui décideraient de ne pas respecter nos lois, mais qui seraient accessibles aux citoyens européens. Donc, s'il y a une faille peut-être à citer dont on n'aurait pas parlé, c'est celle-ci, et c'est pour ça que c'est très important que nous participions aux débats techniques qui sont en cours. C'est parce que cette notion de sollicitation inversée doit être précisée dans ces textes techniques qui ne sont pas encore écrits, et que donc, plus ou moins large cette notion sera, plus ou moins de marge des acteurs étrangers qui ne voudraient pas jouer le jeu de la réglementation européenne, plus ou moins de marge ils auront pour abuser de cette notion. Enfin, après, si je me fais juste l'avocat du diable, c'est compliqué, quand vous êtes un régulateur européen, d'aller chercher un opérateur coréen, même s'il a une page en anglais ou en français, si celui-ci ne targete pas le marché français. Enfin, il y a quand même aussi un truc, c'est qu'on peut contrôler que ce qui se passe chez nous à l'échelle française ou européenne. Et je trouve qu'aller au-delà de la reverse solicitation, en fait, ça revient pour nous à faire de l'extraterritorialité. Ce qu'on reproche aux Américains. Bref, donc c'est un débat qui je trouve assez compliqué, mais en effet vers je pense des discussions assez intéressantes au niveau technique. Quoi. Il y avait une question au milieu tout à l'heure. Monsieur au milieu avec les lunettes. Merci et merci à tous pour la qualité de vos interventions. J'avais une demande de précision quant aux exigences environnementales qui seraient à prévoir dans les réglementations à venir. Merci beaucoup. Alors dans MiCA, il y a déjà des exigences à l'encontre des PSAN et à l'encontre des émetteurs de jetons, de partager des informations sur l'impact environnemental, soit des cryptoactifs émis, soit des services qui sont rendus par rapport à la technologie qui serait utilisée. Donc ça, c'est dans MiCA. MiCA prévoit une réflexion à plus long terme avec un rapport qu'on attend de la Commission européenne sur l'impact environnemental des marchés de cryptoactifs, avec la définition de nouvelles exigences additionnelles par rapport à ça. Et ensuite, il y a des questions sur les autres textes de réglementation environnementale qui existent, la taxonomie, des Customer Sustainability Diligence, enfin, un certain nombre de textes européens qui ne sont pas spécifiques au marché de cryptoactifs, mais qui concernent également ces acteurs qui vont devoir donc les respecter. Donc c'est un paquet de règles, mais voilà, MiCA a déjà prévu certaines choses à minima. MiCA 2, si on le vulgarise, viendra certainement renforcer. Et on a ces autres textes plus généralistes dont le périmètre inclut les acteurs de marché de cryptoactifs pour certains. Et juste étant précisé une chose, encore une fois, c'est que ça ouvre la porte sur quel est l'impact environnemental, enfin énergétique, puis environnemental, par exemple, de Bitcoin. Mais bon, là, j'ouvre un débat énorme que je referme immédiatement. Il y aura sûrement d'autres débats là-dessus. Mais en fait, vous voyez, ce qui est prévu dans le texte est assez simple et honnêtement, c'est un peu du bon sens. C'est-à-dire on parle juste de disclose et de donner d'informations. Après, la question, c'est comment est-ce que ces informations, enfin, d'où elles vont venir, qui va être le tiers de confiance qui va nous dire que Bitcoin est bon ou mauvais pour la planète. C'est exactement ça, parce que dans MiCA, donc l'obligation pèse sur les CASP, donc sur les plateformes d'échange, etc., qui doivent publier des informations sur les différents coins, les différents tokens. Sauf qu'en fait, c'est pas elles qui maîtrisent l'information. Donc c'est soit les émetteurs qui doivent donner cette information. Alors est-ce que c'est des indicateurs quantitatifs, qualitatifs, qui les produit? Est-ce qu'il y a une méthodologie transparente? Pour l'instant, c'est pas déterminé. Et après, la vraie question, c'est quelle est l'émission énergétique des blockchains. Et là, pareil, il n'y a pas d'autorité qui va dire ce que c'est. Donc, MiCA, c'est un premier pas, mais pour moi, ce ne sera pas tout à fait exhaustif. Il nous reste 30 secondes. On peut prendre une dernière question.
Merci. Très rapidement, 2 petites questions, puisque l'AMF et la CPR doivent avoir les oreilles qui sifflent. Je me permets de vous transmettre ce qu'ils ont répondu. C'est que les dossiers des acteurs arrivent incomplets. Donc, qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de sérieux aussi de votre côté? Et deuxième question pour Binance. Où se situe le siège mondial de Binance? Merci. Merci pour ces questions. Je vais prendre la première question. Je pense qu'elle sera plus simple. Non, je rigole. Non, mais alors là-dessus, c'est un débat qu'on a beaucoup avec le régulateur, à la fois au sein de la DAN. Il y a aussi eu d'autres administrations de contrôle qui se sont intéressées à ces questions. Et là-dessus, je veux dire, évidemment que le secteur crypto doit regarder sa responsabilité en face. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dossiers qui ont été déposés devant le régulateur et qui n'étaient pas à la hauteur. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des dossiers qui ont été faits par des cabinets d'avocats qui font passer régulièrement des dossiers PSAN. Et ces dossiers-là, qui sont des dossiers complets, qui sont des dossiers qui sont dans les standards de ce qu'attend le régulateur, pouvaient avoir des délais de traitement qui étaient de plusieurs mois. Moi, je pourrais vous en... Alors, c'est un sujet sur lequel je suis absolument intarissable, donc je vais vite rendre le micro, mais genre, vous avez parfois eu des délais de réponse à des demandes de rendez-vous qui prenaient plus de 3 mois, ce genre de choses. Enfin, des délais qui étaient vraiment, honnêtement, assez incompréhensibles, sauf encore à supposer qu'il y a un manque de moyens et qu'il y avait des agents qui malheureusement étaient sous l'eau. Mais là-dessus, il y a eu un vrai sujet, et c'est pour ça que le secteur est aussi sensible en vue des agréments. C'est que, encore une fois, c'est un vrai sujet de compétitivité. Et encore une fois, demain, là, à partir d'aujourd'hui et dans les prochains mois, c'est les régulateurs qui, en Europe, vont faire la différence et non plus les textes. Donc l'AMF va devoir... en tout cas, on souhaite et on espère que l'AMF et la CPR soient parmi les régulateurs les plus efficaces. Ce sera plus agréable et je pense plus performant pour tout le monde, quoi. Stéphanie? Alors, je réponds quand même à la première question. Effectivement, il y a les dossiers ne sont pas complets parce que ça dépend aussi des discussions avec les régulateurs. Les régulateurs considèrent que le dossier est complet une fois que l'acteur a répondu à toutes leurs questions. Mais ils peuvent mettre 1 an et demi à poser des questions. Donc la question justement, c'est quel est le niveau d'exigence du régulateur? Est-ce que c'est normal qu'il pose des questions dans le cadre d'un dossier d'agrément? C'est même plutôt rassurant. Mais quelle est la diligence des régulateurs dans le fait de poser ces questions et combien de temps ces échanges durent? Voilà. Donc, cette question de complétude du dossier, ça a toujours été un peu un enjeu de débat, d'ailleurs même dans la finance traditionnelle, parce que à partir de quand on considère qu'un dossier est incomplet? Et souvent, l'acteur, il dira moi, j'ai donné tous les papiers, j'ai répondu à X questions, je considère que c'est complet. Et puis, les régulateurs peuvent dire non, moi, j'ai plein d'autres questions qui n'ont pas été répondues, donc je considère que c'est pas complet. Donc voilà, cette notion, elle est quand même un peu à géométrie variable. Sur le siège de Binance, c'est marrant, cette obsession pour les locaux. Alors, il faut savoir que c'est une entreprise où la règle, c'est le télétravail. Donc malheureusement, je ne peux pas vous dire qu'il y a un beau bâtiment comme les boîtes de la tech dans la Silicon Valley. Non, il n'y a pas de bâtiment. Les gens travaillent, pour certains chez eux, la plupart en télétravail. En revanche, il y a des sièges régionaux. Il y a des hubs régionaux, donc Binance n'a pas de siège mondial. Il y a des hubs régionaux, donc Singapour pour l'Asie, Dubaï pour le Moyen-Orient. Et en Europe, on a la chance, c'est Paris. Vous connaissez beaucoup de géants de la tech qui ont fait de Paris leur hub européen? Est-ce que tu réponds? Tous sont un siège mondial. Je ne sais pas quelle est cette obsession pour le béton. Siège social mondial. Mais je vous rassure, à Paris, on a des sièges, on a un siège avec un immeuble, un vrai immeuble, des vrais locaux et des vrais gens qui travaillent dedans. Et d'ailleurs, en plus, qui viennent au bureau alors même qu'ils auraient la possibilité de travailler intégralement chez eux. Donc ça prouve qu'ils ont ce souci de travailler ensemble et cet attachement au travail qu'ils font pour la France et pour la conformité qu'on fait en France. Bon, merci à tous. On a bien explosé le temps qui nous était imparti. En tout cas, c'était encore une fois très intéressant. Et on laisse la place au prochain panel.